Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne consacrée à la vie privée numérique où nous allons aborder les grands programmes de surveillance qui ont été révélés par le lanceur d'alerte Edward Snowden en 2013. Alors cette vidéo sera divisée en 3 parties. Je vais d'abord vous faire une brève présentation du personnage, suivie de quelques remarques préalables avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder ces fameux programmes. Alors il faut savoir qu'à l'origine, Edward Snowden est un informaticien qui a travaillé pour la CIA et la NSA. Son dernier travail en tant qu'administrateur système au centre de renseignement d'Oahu, qui est l'une des 3 îles de l'archipel d'Hawaï, lui aurait permis d'accéder à plus de 9000 documents confidentiels, documents qu'il aurait d'ailleurs récupérés avant de s'enfuir vers Hong Kong et de les divulguer à la presse. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Edward Snowden avait fait une demande pour pouvoir se réfugier en Russie, et il y est toujours étant donné que son droit d'asile a été prolongé jusqu'en 2020. Alors, avant d'aborder ces programmes, je vais rappeler 2-3 petites choses. Tout d'abord, il faut savoir que les programmes de surveillance que je vous présente ont été dévoilés en 2013 et que donc par conséquent, il y a probablement beaucoup de changements qui ont eu lieu, que ce soit dans les chiffres que je vais vous présenter, dans les capacités de ces agences ou encore dans les techniques qui sont utilisées. D'ailleurs, il faut savoir que ces programmes sont rarement indépendants les uns des autres. Les documents mentionnent aussi toute une série d'autres programmes et de bases de données que je ne vais pas mentionner dans cette vidéo pour des questions de facilité. Néanmoins, j'espère que cette présentation vous fournira de solides bases pour comprendre un peu comment fonctionne le renseignement moderne. Nous allons commencer en abordant le premier programme dénommé Prism, dont l'objectif consiste à récolter les données qui sont stockées ou qui transitent par les serveurs américains. Pour ce faire, 2 méthodes sont déployées. La première consiste à récolter directement les données sur les serveurs de grandes entreprises localisées, on s'en doute, en Amérique, telles que Facebook, Google, Microsoft ou encore Yahoo. Cette récolte est opérée par le FBI, et ensuite une deuxième méthode utilisée consiste à intercepter les données qui proviennent de l'étranger et qui passent par les États-Unis via ce qu'on appelle des câbles de télécommunications sous-marins, et cette récolte est assurée par la NSA. L'objectif est de cibler des individus qui vivent en dehors des États-Unis et qui ne sont pas américains. Alors je vais d'abord revenir sur ces câbles de télécommunications sous-marins car ils jouent un rôle extrêmement important. Il faut savoir que les premiers câbles de ce genre ont été déployés dans les années 1800 et servaient initialement à distribuer les télégrammes un petit peu partout dans le monde. Ensuite, à partir des années 1980, on a vu l'émergence des câbles sous-marins numériques qu'on utilise actuellement et qui servent à transférer à la fois le trafic internet, le trafic téléphonique ou encore le trafic télévisé. Alors il faut savoir qu'il y a plus de 250 de ces câbles qui sont déployés entre les continents à travers le monde. Et autre chose de très important à signaler étant que la majorité des flux de télécommunications passent par les États-Unis, tout simplement parce que les coûts de transport sont moins élevés. Bien évidemment, c'est un enjeu stratégique extrêmement important pour le renseignement. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la majorité des câbles de télécommunication passent en effet par les États-Unis ainsi que le Royaume-Uni, mais ça on aura l'occasion d'en rediscuter juste après. Il faut savoir que le programme PRISM a été autorisé par l'article 702 du FISA Amendment Act of 2008. Cette législation, elle permet notamment d'une part d'outrepasser la nécessité d'avoir un mandat pour cibler un individu situé en dehors des États-Unis, puisque le programme PRISM ne peut théoriquement pas être utilisé contre un citoyen américain, et d'autre part, cet article, il garantit l'immunité à toutes les entreprises qui collaborent à PRISM. Donc concrètement, si Facebook, Google ou encore Yahoo donnent vos données à ces agences, celles-ci sont complètement immunisées puisqu'elles agissent en fait conformément à la loi. Alors les données récoltées peuvent comprendre des emails, des chats vidéo et audio, des photos, des fichiers transférés, votre activité sur le service, donc autrement dit, tout. Il faut savoir que ces données sont récoltées, traitées et réparties dans différentes bases de données selon leur nature. Par exemple, une base de données dénommée Nucléon sert à stocker les enregistrements audio, etc. Il y en a plein d'autres. Un exemple d'utilisation assez douteuse, il faut bien l'admettre, du programme PRISM concerne un citoyen du nom de Tony Fullman. Alors Tony Fullman, c'est un activiste pro-démocrate qui a été faussement accusé de préparer un attentat terroriste par les autorités néo-zélandaises. Alors concrètement, son passeport a été révoqué, sa maison a été perquisitionnée et son nom a été placé sur liste de surveillance de la NSA. Les services de renseignement de la Nouvelle-Zélande, qui, je vous le rappelle, fait partie de ce qu'on appelle l'UQC Agreement, ou plus connu sous le nom de Five Eyes, ont fait appel à la NSA et à son programme PRISM pour cibler et espionner ce citoyen. La raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait eux-mêmes est très simple, c'est tout simplement que les lois de la Nouvelle-Zélande interdisent d'espionner ses propres citoyens.
Et donc faire appel à un de ses alliés, eh bien c'est une des principales manières de contourner ces lois relatives à la vie privée. Alors grâce au programme Prism, eh bien ces messages Gmail et Facebook ainsi que les pièces jointes qui y étaient associées ont été interceptés, ce qui est quand même, vous pouvez le voir, assez inquiétant. On enchaîne ensuite avec le deuxième programme appelé Tempora, dont l'objectif consiste à intercepter les données passant de nouveau par les câbles de télécommunications sous-marins, mais cette fois-ci en direction du Royaume-Uni. Le but étant d'intercepter le trafic provenant des pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Donc on voit finalement que ce programme il est assez similaire à Prism. La méthode utilisée consiste à ralentir le trafic internet pour placer les données dans ce qu'ils appellent une zone tampon en vue d'être analysées. Alors, les premiers essais de Tempora ont eu lieu en 2008 et le lancement officiel s'est fait en 2011. Bien que c'est un programme qui était initialement créé par les services de renseignement britanniques, eh bien les agents de la NSA ont également pu y avoir accès. Selon les documents, il existerait 3 sites de récolte et de traitement des données. Le premier serait tout simplement le QG des services de renseignement britanniques qui est situé à Gloucestershire. Le deuxième serait le centre d'interception des services de renseignement britanniques situé dans le nord de Cornwall. Et de manière surprenante, le troisième centre de renseignement ne serait pas situé en Grande-Bretagne, mais sur l'île de Cyprus, près de Chypre, dans une ancienne base militaire souveraine. Alors ce programme, il a une capacité d'interception qui est assez colossale puisqu'en 2013, il pouvait déjà intercepter jusqu'à 20 000 téraoctets de données par jour, ce qui est énormissime. Les données enregistrées peuvent comprendre, sans grande surprise, des enregistrements d'appels téléphoniques, du contenu d'email, l'activité que vous passez sur les réseaux sociaux. Autrement dit, j'aurais un peu envie de dire tout, étant donné que, de nouveau, tout comme Prism, Tempora est basé sur l'interception de tout trafic internet qui passe par les câbles intercontinentaux. Les données seraient conservées pendant 3 jours, tandis que les métadonnées le seraient pendant 30 jours, car elles sont entre guillemets considérées comme moins invasives de la vie privée. Mais je vais vous démontrer tout de suite que ce n'est pas spécialement le cas. Alors je vais faire une petite parenthèse sur les métadonnées. Donc concrètement, les métadonnées sont tout simplement des données qui servent à décrire d'autres données. Par exemple, si vous disposez d'un fichier texte, eh bien les métadonnées de ce fichier texte seront par exemple le nom de la personne qui l'a écrite, le nom du document, le programme qui a été utilisé ou encore la date de création. Pour vous donner une métaphore assez simple à comprendre, eh bien si on pense à une lettre, le contenu de la lettre représenterait les données, tandis que l'enveloppe servant à envoyer la lettre serait les métadonnées puisqu'elles contiennent des informations telles que la source ou encore le destinataire. Alors ces métadonnées, elles peuvent contenir des données qui sont assez sensibles, notamment par exemple pour les photos. Parce qu'elles peuvent contenir par exemple le modèle de l'appareil photo qui a été utilisé, la date à laquelle la photo a été prise, et dans le pire des cas, notamment avec les photos prises sur smartphone, elles peuvent même jusqu'à contenir la position géographique où la photo a été prise. Vous voyez donc que quand on dit que les métadonnées sont moins intrusives, c'est quand même assez relatif. Alors néanmoins, il faut préciser que les métadonnées, elles peuvent également être utiles. C'est le cas par exemple des métadonnées de fichiers musicaux puisque vous pouvez retrouver toute une série d'informations utiles telles que le nom de l'artiste, le nom de l'album, le genre musical ou encore la qualité du fichier. Ce qui va faire que lorsque vous allez transférer votre musique sur un baladeur, eh bien normalement celui-ci pourra le classer en fonction des métadonnées, ce qui peut être assez utile. Bien que j'ai uniquement abordé les métadonnées de fichiers, vous devez également savoir qu'on peut extraire des métadonnées à partir de votre activité en ligne. Donc par exemple, si Alice envoie un email à Bob, eh bien les métadonnées seront la date et l'heure à laquelle l'email a été envoyé, l'adresse de l'expéditeur et l'adresse du destinataire, ou encore l'adresse IP qui a servi à envoyer ou à recevoir l'email. On enchaîne ensuite avec un autre programme de surveillance, qui n'en est peut-être pas directement un d'ailleurs, qui se prénomme Aurora Gold. Son objectif consiste à surveiller l'ensemble des réseaux de téléphonie mobile à travers le monde, afin d'y trouver des failles exploitables, afin d'effectuer, on se comprend, du renseignement. Alors pour ce faire, 3 méthodes sont utilisées. La première consiste à dérober des documents techniques utilisés par les opérateurs, qu'on appelle IR21. La deuxième consiste à mettre en place des failles volontaires dans les standards de téléphonie, et le troisième consiste à voler les clés de chiffrement qui sont directement intégrées dans les cartes SIM. Avant de vous expliquer ces méthodes un petit peu plus en détail, voici une carte qui vous montre l'étendue du programme Aurora Gold. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà environ 70% d'informations techniques sur les réseaux de téléphonie mondiale qui ont déjà été récoltées, ce qui n'est pas rien du tout.
Alors il faut savoir que les informations de ce programme sont partagées entre les membres de la Five Eyes ou UQC Agreement, comme je vous ai déjà expliqué, qui regroupe les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ces agences de renseignement, elles s'intéressent à des documents techniques que l'on appelle IR21. Ce sont ces documents que s'échangent les opérateurs de téléphonie afin de faciliter la mise en place du fameux roaming dont vous avez probablement déjà entendu parler à l'international. Le roaming, c'est ce qui vous permet, lorsque vous êtes à l'étranger, de pouvoir toujours vous connecter sur le réseau mobile. Alors il faut savoir que ces documents contiennent également des informations sur le type de technologie qui est déployée par l'opérateur, ainsi que les méthodes de chiffrement qui sont utilisées. On comprend dès lors l'intérêt de ces documents pour essayer de casser les protocoles et d'intercepter les messages. La deuxième méthode consiste à influencer les travaux effectués par des grands groupes de téléphonie mondiale, et ça tombe bien parce que la NSA a une cible toute privilégiée qui s'appelle le groupe GSMA, qui représente les intérêts de plus de 800 opérateurs téléphoniques et entreprises à travers le monde, tels que Microsoft, Intel, Samsung ou encore Nokia. La NSA s'intéresse en particulier à leur groupe de travail, car c'est là que d'une part s'établissent les normes en matière de réseau de téléphonie mobile, et d'autre part c'est là que s'échangent les fameux documents IR21. Pour finir, la troisième méthode, comme je vous l'ai expliqué, consiste à dérober des clés de chiffrement qui se situent directement dans les cartes SIM. Alors il faut savoir que lorsqu'une carte SIM est produite, eh bien celle-ci se voit intégrer une clé secrète, dont le créateur de la carte SIM envoie une copie au fournisseur de télécommunications afin que le téléphone qui utilise cette carte puisse être reconnu sur le réseau de téléphonie mobile. Alors cette clé, elle permet de chiffrer la communication entre votre téléphone et le réseau mobile. Il faut savoir qu'en février 2015, le journal The Intercept a révélé une opération secrète menée par la NSA et les services de renseignement britanniques qui se sont attaqués à un des plus gros producteurs de cartes SIM au monde, dénommé Gemalto, afin de lui dérober justement ses clés de chiffrement. Alors c'est extrêmement grave puisque le vol de ces clés peut potentiellement permettre entre autres d'une part d'écouter les conversations et d'autre part d'intercepter les SMS, et ce sans laisser la moindre trace. Je vais dès à présent aborder XKeyscore, qui est un des programmes qui a fait le plus grand bruit. Alors, son objectif consiste à rechercher et à analyser le trafic internet de la majorité des utilisateurs dans le monde. Vous voyez donc qu'il est à la hauteur de ses ambitions, notamment via l'interception des requêtes HTTP dont je vais vous expliquer le fonctionnement dans quelques instants. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que XKeyscore n'est pas à proprement parler un système d'interception. C'est plutôt un moteur de recherche extrêmement puissant qui va aller puiser ces informations dans d'autres programmes ou bases de données tels que Prism ou Tempora. Alors, le principe du protocole HTTP, il est très simple. Vous avez d'un côté un client, qui peut être le navigateur de votre ordinateur ou de votre téléphone mobile, et d'autre part, vous avez le serveur du site qui vous intéresse. Alors, lorsque vous souhaitez vous connecter sur un site internet, vous avez d'une part le client, qui va envoyer une requête pour accéder au contenu du site, et d'autre part le serveur qui va vous répondre en affichant la page demandée. Jusque-là, c'est très simple à comprendre. Alors, il existe deux grands types de requêtes. On a la requête GET et la requête POST. La requête GET, elle consiste à demander des ressources qui sont dans le serveur, telles que des pages internet, des images, des mots-clés dans un moteur de recherche, etc. Et donc, votre requête n'a aucun impact sur le serveur en lui-même. Et ensuite, vous avez la requête POST qui, elle, consiste à envoyer des informations au serveur. Ça arrive à chaque fois que vous vous connectez, par exemple, à votre compte, que vous hébergez un fichier en ligne ou encore que vous complétez un formulaire. Que ce soit pour les requêtes GET ou les requêtes POST, celles-ci dévoilent énormément d'informations, que ce soit la page internet que vous ayez demandée, les caractéristiques de votre navigateur telles que la version du programme que vous utilisez, la langue choisie, le système d'exploitation ou encore les paramètres de sécurité. Ces requêtes, elles contiennent également l'identifiant du cookies qui est enregistré sur votre ordinateur, le type de requête demandée, en l'occurrence vous voyez sur la capture d'écran qu'il s'agit d'une requête POST, etc. J'attire votre attention sur le fait que les requêtes HTTP peuvent contenir des informations extrêmement sensibles telles que des logins, des mots de passe ou encore des données bancaires. XKeyscore comporte plus de 700 serveurs qui sont déployés sur près de 150 sites à travers le monde. Vous voyez donc que les différentes infrastructures sont assez conséquentes. Alors concrètement, XKeyscore peut d'une part analyser l'activité que vous avez sur les réseaux sociaux, y compris les messages privés, d'autre part les métadonnées de fichiers qui seraient envoyés par email ou qui seraient hébergés sur une plateforme en ligne, et de manière générale, l'ensemble de l'activité HTTP d'un utilisateur, que ce soit les sites visités,
les recherches effectuées ou les formulaires qui sont remplis, puisque je vous le rappelle, XKeyscore est basé sur le fait d'aller puiser des informations dans d'autres bases de données telles que Tempora ou Prism qui, basiquement, interceptent déjà tout ce qui passe par les câbles sous-marins intercontinentaux. Pour effectuer leurs recherches, les analystes qui utilisent XKeyscore utilisent deux méthodes. Ils utilisent ce qu'on appelle des strong selectors, donc ce sont des informations qui permettent d'identifier un individu en particulier, que ça soit un nom, une adresse mail ou encore un numéro de téléphone, et des soft selectors, qui sont davantage des mots-clés que l'on peut taper dans le moteur de recherche et qu'on peut retrouver par exemple dans le contenu d'un message, dans une recherche qui a été effectuée, etc. Et comme vous allez le voir, eh bien on peut faire des recherches qui sont assez précises. Alors par exemple, on peut faire des recherches par adresse IP, donc c'est l'adresse qui vous est attribuée lorsque vous vous connectez à Internet, par adresse MAC, par adresse mail, par numéro de téléphone, l'activité sur un site en particulier, etc., etc. Un exemple concret consisterait pour l'analyste à demander à XKeyscore de lui montrer toutes les adresses IP qui se sont connectées sur un site en particulier depuis ces 3 dernières semaines. Donc vous voyez qu'on est capable de faire des choses qui sont assez précises. Mais on peut aller encore plus loin et utiliser ce qu'ils appellent du Context Sensitive Scanning. Et donc là, ce sont des mots-clés ou des expressions qui vont être combinés avec une localisation, un type de document, un type de client, que ce soit par exemple quelqu'un qui aurait navigué depuis un ordinateur ou depuis un téléphone, etc. Et donc l'analyste pourrait dès lors demander des choses du genre « Montre-moi les adresses IP de tous les individus qui auraient cherché le mot XKeyscore dans Google depuis Paris ». En plus d'être utilisés par les pays qui sont membres de l'UQC, les documents montrent que d'autres pays tels que la Suède, l'Allemagne ou encore le Japon ont eu accès à ce moteur de recherche. Les données brutes sont stockées pour une durée de 3 à 5 jours le temps d'être analysées, tandis que les métadonnées le sont pour approximativement 1 mois, puisque, je vous le rappelle, elles sont entre guillemets considérées comme moins invasives de la vie privée. Alors évidemment, ces durées, elles varient d'un pays à l'autre, puisque les documents montraient par exemple que certains pays ne pouvaient stocker les données brutes que pour une durée de 24 heures, tout simplement parce que leurs infrastructures ne leur permettaient pas de stocker autant de données sur une plus longue période. Et les contenus qui sont jugés intéressants sont exportés dans d'autres bases de données pour un stockage à long terme. Alors j'attire maintenant votre attention sur quelque chose de très important. Si vous avez paniqué avec tout ce que je vous ai révélé, il faut que je vous rappelle que toutes ces informations valent uniquement pour les requêtes qui sont non chiffrées, c'est-à-dire en HTTP. En effet, une des conséquences des révélations d'Edward Snowden, ça a été l'accélération de l'adoption du protocole HTTPS qui lui, effectivement, chiffre la communication entre votre ordinateur et le serveur du site que vous consultez. Et si vous utilisez des communications chiffrées, eh bien ne vous inquiétez pas, ils ont pensé à absolument tout avec le dernier programme que je vais vous présenter, dénommé Bullrun. Son objectif consiste à casser les chiffrements qui sont utilisés pour protéger les communications en ligne, tels que l'HTTPS, le SSH, les VPN ou encore les messageries chiffrées. Alors ce programme, il est mené conjointement par la NSA et les services de renseignement britanniques. Je pense que vous commencez à comprendre qu'ils sont assez copains-copains. Alors les documents insistaient tout particulièrement sur le fait que les méthodes qui sont utilisées, elles sont hautement sensibles, c'est-à-dire que si elles venaient à être découvertes, eh bien elles pourraient potentiellement être perdues. D'autant plus que les documents insistaient sur le fait que la mise en place de ces moyens, elle est à la fois coûteuse en temps, en argent et en énergie. Pour comprendre un peu plus en détail le fonctionnement de ce programme, je vais vous introduire au protocole de communication qui est le plus utilisé dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire l'HTTPS. Mais avant, je dois vous introduire à 2-3 petites notions de cryptographie. Il existe donc en cryptographie 2 catégories de chiffrement. Nous avons le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Alors, pour le chiffrement symétrique, c'est assez simple à comprendre. Imaginons que nous ayons 2 personnes, Alice et Bob. Alors pourquoi Alice et Bob ? Ce sont tout simplement des conventions qu'on utilise en informatique au lieu de dire A et B. Alors Alice écrit un email à Bob. Elle va rédiger son message dans ce qu'on appelle le plain text, c'est-à-dire qu'elle va l'écrire en clair. Elle va ensuite choisir un algorithme de chiffrement symétrique, par exemple tel que de l'AES, et elle va évidemment prévenir Bob de l'utilisation de cet algorithme-là, et elle va ensuite définir une clé secrète, avec laquelle elle va chiffrer son message qui va devenir du ciphertext, c'est-à-dire, comme vous le voyez sur la diapositive, un message totalement illisible. Une fois qu'elle va envoyer son message à Bob, eh bien ce dernier va devoir connaître 2 informations. La première, c'est l'algorithme qui a été utilisé, et ensuite, c'est la clé d'Alice. Vous voyez donc que le principe du chiffrement symétrique étant qu'on utilise la même clé, que ce soit pour chiffrer ou pour déchiffrer.
Alors l'avantage du chiffrement symétrique étant qu'il est très rapide à effectuer, mais le gros inconvénient de cette technique étant que Bob doit connaître la clé qu'Alice a utilisée, et donc par conséquent, ils doivent l'avoir préalablement échangée de manière sécurisée. C'est-à-dire que si par exemple Alice a discuté avec Bob et elle lui a dit qu'elle a utilisé tel type de clé, eh bien s'il y avait quelqu'un qui a écouté derrière, eh bien si ce dernier intercepte le message, il peut potentiellement le déchiffrer. Et c'est ce qui nous mène donc à la deuxième catégorie de chiffrement qui est le chiffrement asymétrique. Alors celui-ci est un petit peu différent puisqu'il fonctionne sur une paire de clés. On a d'une part une clé publique qui permet uniquement de chiffrer les données et on a une clé privée qui permet uniquement de déchiffrer le message. Le chiffrement va se faire en plusieurs étapes. Tout d'abord, Alice et Bob vont se mettre d'accord sur un algorithme de chiffrement asymétrique commun, par exemple du RSA. Alors ce que va faire Alice et Bob, c'est qu'ils vont tous les deux installer un programme sur leur ordinateur qui va générer une clé publique et une clé privée. Alors ce qu'ils vont faire ensuite, c'est s'échanger chacun leur clé publique. Donc Alice envoie sa clé publique à Bob et Bob envoie sa clé publique à Alice. Le gros avantage, c'est qu'ils ne sont pas obligés de le faire de manière sécurisée, étant donné que la clé publique ne permet que de chiffrer. Ils peuvent même la gueuler dans la pièce avec plein d'autres gens, et bien normalement ça ne pose aucun souci. Ce que va faire ensuite Alice, c'est chiffrer le message qu'elle a écrit avec la clé publique de Bob, qu'elle va ensuite pouvoir lui envoyer. Et ce que va faire celui-ci, c'est qu'il va la déchiffrer avec sa clé privée. Car je vous rappelle, chacun des utilisateurs dispose d'une clé publique et d'une clé privée, mais la clé privée, elle doit rester uniquement sur l'ordinateur. Et donc, par conséquent, même si quelqu'un viendrait à intercepter le message, il ne pourrait pas le déchiffrer sans la clé privée de Bob. Alors maintenant que je vous ai expliqué la différence entre chiffrement symétrique et chiffrement asymétrique, je vais pouvoir revenir sur ce protocole HTTPS qui n'est en fait que le protocole HTTP classique combiné avec ce qu'on appelle du SSL ou du TSL qui sont des protocoles qui permettent de sécuriser les communications. Comment ça se passe? On se retrouve de nouveau avec d'une part un client et d'autre part un serveur. Alors le serveur ici, contrairement à l'HTTP classique, il dispose de trois choses. Une clé publique, une clé privée et un certificat numérique qui permet d'attester l'identité du serveur. Alors ce que va faire le client qui veut se connecter sur un site chiffré en HTTPS, c'est qu'il va d'abord envoyer une requête en formulant le fait qu'il veuille que la communication soit chiffrée. Il va également envoyer ce qu'on appelle des suites cryptographiques, c'est-à-dire toutes les méthodes de chiffrement qui sont supportées par le navigateur que vous utilisez, que ce soit par exemple Mozilla Firefox ou Internet Explorer. Et en retour, le serveur va lui envoyer une réponse avec d'une part le type de chiffrement qu'il a choisi parmi la suite cryptographique, il va lui envoyer également son certificat numérique ainsi que sa clé publique. Et ce que va faire le client, c'est qu'il va générer une clé symétrique qu'on appelle une pre-master secret. Et ensuite, quelle est la meilleure manière d'envoyer une clé symétrique de manière sécurisée? Eh bien, c'est d'utiliser du chiffrement asymétrique. Et donc, il va utiliser la clé publique que le serveur lui a précédemment envoyée. Le serveur va donc déchiffrer la pre-master secret avec sa clé privée et le client et le serveur se retrouvent dès lors avec chacun leur clé symétrique. Et donc, c'est ce qui permet de chiffrer la communication puisque à chaque fois que le client enverra une requête et que le serveur enverra une réponse, eh bien celles-ci seront chiffrées avec la même clé. Vous voyez donc que le protocole HTTP combine à la fois du chiffrement asymétrique et du chiffrement symétrique, car comme je vous l'ai expliqué, le chiffrement symétrique est beaucoup plus rapide à utiliser. Pour revenir au programme Bullrun, il existe 4 types d'attaques. La première, c'est l'attaque par brute force avec superordinateur, même s'il faut savoir que ce n'est pas l'attaque qui est privilégiée par ces agences, tout simplement parce qu'elle est extrêmement coûteuse en temps et en énergie. La deuxième consiste à implémenter des backdoors, c'est-à-dire des vulnérabilités volontaires dans les logiciels de chiffrement commerciaux et les hardware, dont je vais vous présenter un exemple dans quelques instants. Ensuite, on a l'influence des standards de chiffrement, et enfin, on a le vol des clés asymétriques RSA, via soit des agents qui travaillent directement dans l'entreprise concernée, soit en envoyant ce qu'on appelle des injonctions aux sociétés qui stockent ces clés. Alors pour vous donner un exemple de l'influence de standards de chiffrement, eh bien il faut savoir qu'en 2006, si mes souvenirs sont bons, eh bien la NSA a travaillé avec l'agence américaine NIST pour proposer un nouveau chiffrement à l'international. Alors il faut savoir que la NSA aurait volontairement implémenté ce qu'on appelle un générateur de nombres pseudo-aléatoires qui n'était pas si aléatoire que ça en fait et qui a permis de faciliter le déchiffrement sur tous les systèmes ou les logiciels l'ayant utilisé. Alors il faut savoir que le générateur de nombres pseudo-aléatoires, eh bien c'est un procédé parmi d'autres opérations mathématiques qui permettent de générer une clé qui est en théorie incassable. Le problème c'est que si vous savez prédire les nombres qui peuvent être générés, eh bien du coup votre clé est beaucoup plus exposée au déchiffrement.
Néanmoins, il faut souligner qu'en plus d'être assez douteuse, eh bien cette pratique, elle est paradoxale puisque ces agences sont supposées protéger la sécurité nationale, mais force est de constater qu'en introduisant volontairement des failles de sécurité ou en ne signalant pas celles qui sont trouvées dans des logiciels de chiffrement ou des hardware, eh bien elles mettent potentiellement en danger des millions de personnes puisque une fois que la faille est introduite, ce n'est pas juste la NSA qui y a accès, ça peut être aussi des hackers ou des cybercriminels. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura donné un aperçu assez représentatif de ces programmes. Merci vraiment beaucoup de l'avoir regardé. Je m'excuse si je me suis un petit peu emballé par moments, il y avait vraiment énormément de choses à dire. Alors vos retours, ils sont extrêmement importants, alors n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me laisser un commentaire. Et si vous n'avez pas de compte YouTube, ce qui est tout à votre honneur, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un petit message sur Pidgin, qui est une application très rapide à installer, avec l'extension Off the Record. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo.